Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de mon podcast où chacun raconte son histoire. Aujourd'hui, nous allons parler d'immobilier, de vente et aussi les avantages de faire appel à un professionnel. Et j'accueille aujourd'hui du coup Stéphanie. Bonjour Stéphanie. Bonjour Héloïse. Comment vas-tu? Très bien, merci. Est-ce que tu es prête un petit peu à parler de ton parcours, de ton expérience et de ton métier en tant que consultante en immobilier? Tout à fait, je suis prête. Parfait. Et ben on va pouvoir y aller. On va commencer par parler du coup de ton expérience et de ton parcours. Et puis tu vas te présenter un petit peu. Qu'en dis-tu? Très bien, ça me va. Allons-y. Stéphanie, j'aimerais bien que du coup tu te présentes un petit peu, que tu nous dises quelles a été tes études et ton parcours professionnel et qu'as-tu fait en fait pour arriver où tu en es aujourd'hui. Ok, donc bonjour Héloïse, je suis Stéphanie Ramel, j'ai bientôt 51 ans, je suis mariée, j'ai 2 enfants qui travaillent actuellement avec moi en tant que consultant. J'ai fait des études commerciales, j'ai fait un BTS Action commerciale. Ça m'a permis de découvrir donc le monde du commerce en parallèle avec le monde du commerce que je connaissais par le biais de mes parents qui étaient commerçants. Et le BTS Action commerciale m'a vraiment encore plus ouvert sur les démarches, les études de marché, voilà. Donc j'ai fait ce BTS Action commerciale. Ensuite, je suis partie en assurance. J'étais responsable d'une agence d'assurance dans la vallée et j'ai ensuite rejoint donc l'entreprise familiale. Mes parents, ils avaient un bar-restaurant. Donc j'ai travaillé avec eux. Alors depuis mon enfance, bien évidemment, hein, j'ai baigné dans le commerce et j'ai travaillé donc avec eux une dizaine d'années également. Voilà, énorme, 10 ans. J'ai fait 2 fois 10 ans. Donc parce que c'était un petit peu une évidence. Voilà, moi le commerce, j'adore les gens. J'avais vraiment besoin d'avoir ce contact et ça m'a permis, parce qu'au début, je m'étais dit pourquoi pas reprendre cette entreprise familiale, mais j'avais l'immobilier qui me trottait dans la tête depuis bien longtemps. Donc j'ai voulu tenter l'aventure, donc en devenant consultante en immobilier. Et je me suis aperçue que mes précédents travails, on va dire, mes précédentes expériences m'ont également beaucoup aidé dans le monde de l'immobilier. Voilà. Parce que du coup, tu as eu entre la restauration et aujourd'hui, est-ce que tu as eu d'autres expériences Non. Non, pas du tout. Non, entre la restauration et l'immobilier, là, ça fait près de 6 ans que je suis consultante et donc non, j'ai pas eu d'autres expériences entre la restauration et D'accord. Et effectivement, donc la restauration, c'est quand même, on est assez proche des gens au final. Et est-ce que ça t'aide dans ton métier d'agent immobilier, enfin de consultant immobilier? Oui, parce que il faut de la bienveillance, il faut de la patience, il faut de l'écoute. Les clients, voilà, faut les écouter. Hein. Et bien dans l'immobilier, c'est pareil. On est toujours en contact. C'est l'humain avant tout. Hein. Avant de vendre une maison ou un appartement, on a contact avec l'humain, découvrir son projet, voilà, l'accompagner vraiment au mieux dans sa démarche, qui est des fois très facile et des fois un petit peu moins. Donc voilà, moi c'était vraiment le côté humain qui m'intéressait et qui m'intéresse encore. Cette bienveillance, cet accompagnement, voilà. Oui, parce qu'au final, tu accompagnes vraiment les clients de A à Z et limite, il y a un lien qui se crée au final entre vous. C'est comme moi en étant architecte d'intérieur. Quand je côtoie des clients, je les accompagne de A à Z. Donc forcément, il y a ce lien qui se crée. Est-ce que tu gardes encore contact avec Alors j'ai beaucoup de liens encore avec mes clients parce que comme tu dis, on les accompagne de A à Z. On rentre dans leur intimité, parce que quand on rentre chez eux, on rentre dans leur intimité. J'ai pas mal de clients qui sont devenus des amis, mais des amis même très très proches. D'accord. Voilà, je me suis vraiment fait un réseau d'amis grâce à mon expérience immobilière. Donc du coup, est-ce que tu es dans un réseau immobilier? Comment ça se passe Oui, tout à fait. Je suis pas dans une agence, je suis dans un réseau immobilier, donc le réseau Efficity. D'accord. Depuis maintenant 5 ans. D'accord. Voilà. Ok. Donc tu as commencé directement chez eux ou avant? Non, j'ai testé, on va dire, un autre réseau. Et puis ça me satisfaisait pas par rapport à leur accompagnement, la formation, voilà. Et j'ai rencontré vraiment
par hasard quelqu'un qui faisait déjà partie du réseau Efficity. J'ai totalement adhéré et j'adore à 3000% aujourd'hui. Voilà, je m'épanouis vraiment. Donc, et tant mieux. C'est de toute façon, faut rester où on est bien. Donc, voilà, tout à fait. C'est le principal. C'est sûr. Alors moi, j'y connais pas grand-chose du coup en immobilier. Et donc du coup, tout à l'heure, je crois que j'ai fait l'erreur. J'ai dit agent au lieu de consultant. Je sais pas, est-ce qu'il y a une différence entre les deux ou est-ce que concrètement vous rejoignez? Alors, au final, on fait à peu près le même travail. Voilà, on vend des maisons entre voilà. Mais on a alors peut-être une approche différente. Donc effectivement, moi je ne suis pas dans une agence physique pignon sur rue. Je suis vraiment dans un réseau. Je travaille essentiellement depuis chez moi ou depuis chez les clients. Okay. Voilà. Après, on a, moi j'ai une approche vraiment très humaine de mon métier. Donc, comme je le disais tout à l'heure, c'est avant tout l'humain. Je vais m'adapter vraiment au projet du client. Je vais peut-être y passer beaucoup d'heures. Voilà, j'ai une flexibilité d'horaire et de jours. Voilà, c'est un petit peu la différence avec une agence. Oui, peut-être. J'ai pas forcément des horaires à 18h. Je ferme pas la porte. Voilà, je peux travailler jusqu'à point d'heure. Jusqu'à point d'heure, on va dire. Des jours fériés, des fois le samedi, des fois le dimanche. Voilà, donc la différence un petit peu. Après, on a vraiment une adaptabilité parce que toutes les ventes sont différentes. Sont pas les mêmes, effectivement. Tous les vendeurs sont différents. Donc, on les met pas dans des cases. Vraiment, moi, je vais m'adapter à leur projet, à leur situation. Voilà. Donc, un petit peu... De toute façon, voilà, le but, ça serait, je pense, par la suite, donc dans la deuxième partie de ce podcast, qu'on parle un petit peu justement, qu'on aille un peu plus loin dans ce métier de consultant. Qu'est-ce que tu apportes au final à tes clients? Très bien. Alors du coup, on va parler maintenant de ton métier, donc en tant que consultante en immobilier. J'aimerais que tu nous dises un petit peu quelles sont tes missions principales en tant que consultante. Ok. Alors vendre un bien, que ce soit une maison ou un appartement, c'est bien plus que faire une annonce et attendre que les acheteurs on n'est pas sur le bon présentent. Voilà, c'est plus de l'accompagnement. Alors en fait, on va rencontrer notre client vendeur qui nous aura contacté par le biais de recommandations ou de publicités qu'on aurait pu faire. Donc, on va rencontrer tout d'abord cette personne, on va découvrir son projet. Donc ça, pour moi, c'est primordial, découvrir son projet, pourquoi il a pris contact avec moi, pourquoi il veut vendre son bien. Ça peut être une mutation, ça peut être une naissance, ça peut être malheureusement une séparation ou un décès. Donc, c'est vraiment découvrir son projet. Ensuite, il faut découvrir le bien. Je vais visiter le bien avec le client, prendre toutes les informations, son année de construction, son mode de chauffage, les travaux qu'il aurait pu réaliser, etc. Ensuite, je vais faire une estimation, une étude de marché complète. Donc, j'ai plusieurs outils pour travailler cette étude de marché. On a des références informatique, on a des sites informatiques, on est relié aussi au site des notaires avec les ventes qui ont eu lieu sur l'année, sur les 2 années précédentes. Voilà, donc après je vais reprendre contact avec mon client pour lui remettre cette étude de marché, lui expliquer pour arriver à un prix de marché. Voilà. Donc, en général, je lui propose une petite fourchette de prix de marché, fourchette haute, fourchette basse, et on est là pour en discuter. Et quand on se met d'accord, donc là, on est dans la bonne partie, on crée le mandat, d'accord. Et après, on va prendre les photos. Donc, on va déjà mettre en situation. On prend pas des photos comme ça. Voilà. On va mettre en valeur le bien. On va enlever si c'est trop chargé, d'épurer. On va vraiment attendre peut-être les meilleures journées. Si c'est une maison, il faut qu'il fasse beau. C'est un vrai shooting. Voilà, en fait. c'est vraiment, on prend pas 3 photos pour mettre effectivement sur le Bon Coin ou sur un autre site. Vraiment, on va vraiment mettre en situation pour que le bien soit le plus présentable et le plus attractif possible.
D'accord. Voilà. Et du coup, après que ça soit mis en vente, comment ça se passe par la suite? C'est de l'attente, c'est comment ça? Donc en fait, ça quand on a fait ce shooting photo, moi je prépare mon annonce et après on publie. Donc chez Efficity, on a une 50aine de sites où on publie nos annonces. Donc sites professionnels, sites particuliers. Je fais beaucoup les réseaux sociaux également parce que toute la jeune population. C'est ce que j'allais dire. Aujourd'hui, on est tous là-dessus. Hein. On est tous sur les réseaux sociaux. Donc il faut aussi diffuser. C'est un canal qui est très important. Voilà. Et donc quand on a fait tout ça, qu'on a publié, on va pas forcément attendre que ça se passe. On a une grosse base acquéreurs. On a éventuellement, moi je rencontre au quotidien des acquéreurs potentiels. D'accord. Donc ça peut matcher dans un bien que je leur propose, mais ça peut aussi ne pas leur convenir. Donc j'ai une base acquéreurs et dès que je vais rentrer un bien, je vais me dire tiens, ça pourrait intéresser monsieur et madame untel. Donc je rappelle mes clients, je leur envoie par mail l'annonce avec les photos, le descriptif, le DPE, etc. Et en parallèle, bien évidemment, on a des demandes aussi par rapport au site où on aura publié. Donc on organise les visites. Donc les visites, elles se passeront tout le temps sans les propriétaires, ça c'est impératif parce que déjà les clients visiteurs, les potentiels acquéreurs, ils peuvent se sentir très mal à l'aise de voir le propriétaire actuel, il se projette pas, il pose pas les bonnes questions, etc. Et le propriétaire actuel, il pourrait venir interagir à notre et c'est ce qu'il faut pas à notre rendez-vous et il faut pas ça il faut pas. Moi je leur dis, alors je suis très je leur explique pourquoi. Nous, on se connaît, on va se côtoyer, mais un acquéreur, il va pas vous connaître et il va se sentir mal à l'aise. Donc voilà. Donc quand la visite est terminée, on voit si les acquéreurs sont intéressés, s'ils le sont pas. Admettons qu'ils le soient. Je demande bien évidemment leur financement. Donc s'ils ont vu la banque et surtout s'ils ont une attestation, un accord de principe de la banque qui va nous aider à présenter s'ils veulent faire une offre sur ce bien. Il faudra automatiquement un accord de principe de la banque. Alors c'est pas un accord de prêt, c'est un accord de principe, qui prouve au vendeur que le client il est sérieux et qu'il a déjà potentiellement un financement. En fait, ça revient un petit peu à ce que tu nous as dit dans la partie 1, de dire, tu as des acquéreurs d'un côté, donc du coup, forcément, tu restes toujours en lien, au final, avec tes potentiels acquéreurs, avec tes potentiels clients. Donc là, tout ça c'est toujours de l'humain. C'est toujours de l'humain, du réseautage, voilà, c'est du réseautage, c'est plus on nous connaît, plus on nous recommande, plus on nous recommande, plus on rencontre de personnes, que ce soit de personnes vendeurs ou de personnes acquéreurs, voilà. Ok. Et par exemple, il y a à peu près combien de temps entre toute la paperasse? On parlait de paperasse au début de cette partie. Il y a à peu près combien de temps entre ce que le client te demande de mettre en ligne, entre guillemets, et la mise en ligne du bien à peu près? Ça dépendra. Tout dépend du projet. Ça dépend du projet, ça dépend du client vendeur s'il est vraiment ultra pressé ou pas. J'ai eu le cas hier. Voilà. Contact avec le vendeur, découverte du bien. J'ai réceptionné tous les documents. J'ai fait les photos. Et hier soir, j'ai travaillé jusqu'à 23h, j'ai fait l'annonce, j'ai mis en ligne, j'ai envoyé le mandat et je mets en ligne dès que je reçois le mandat. Donc ça dépend parce que le client là aujourd'hui, il est dans l'urgence, il veut vendre tout de suite. Après, je peux avoir des clients qui me disent vous inquiétez pas, on n'est pas à une semaine près, donc je réceptionne. Donc c'est vraiment c'est propre à chaque projet. Je pense que t'as pas qu'un seul projet en même temps. Non. Donc forcément, il faut aussi que tu jauges. Aujourd'hui, par exemple, j'ai une 20aine de biens en vente, donc ça rentre, ça sort. Alors quand on dit que ça rentre, c'est que c'est un nouveau bien qui arrive, donc il faut faire la préparation, le shooting photo, l'annonce, la réception des documents, la mise en ligne. Et quand je dis que ça sort, c'est que c'est la vente. Donc après, quand on a la vente, il faut réceptionner l'offre d'achat, il faut réceptionner le papier de la banque, négocier avec le vendeur.
Parce que si c'est une offre au prix, on discute pas. Enfin voilà, Oui. je lui explique un petit peu le projet. Je leur expliquerai toujours le projet des acquéreurs. Donc ça c'est super bien pensé. Voilà, ça c'est très important de savoir pourquoi ils veulent faire l'acquisition de cette maison, etc. Par contre, si c'est une offre qui est négociée, bien évidemment, je vais en discuter avec mes clients vendeurs. Donc ça c'est de la négociation. Et puis après, on a tout le dossier administratif qui va partir chez le notaire. D'accord. Donc ça, je m'en occupe de A à Z également. Donc du coup, on pourrait dire que l'avantage principal de faire appel à un consultant en immobilier, c'est que les gens ne s'occupent de pas grand-chose. En fait, on s'occupe vraiment, quand on dit qu'on s'occupe du dossier de A à Z, on s'occupe vraiment de tout. D'accord. C'est-à-dire que je vais même prendre contact avec le diagnostiqueur. Donc en fait, on a un réseau de professionnels. Moi, je me suis vraiment entourée de très belles et bonnes personnes, courtiers financiers, sociétés de nettoyage, quand il faudra par exemple faire le nettoyage avant la remise des clés, diagnostiqueurs. Voilà, ça c'est vraiment des professionnels et en fait, on coordonne tout. D'accord. Du moment qu'on va nous donner le mandat jusqu'à la remise des clés. On récupère tous les documents. S'il faut aller en mairie, chercher des documents sur un permis de construire, sur une DACT, etc., on s'en occupe. D'accord. On fait vraiment le lien entre nos deux clients, vendeur-acquéreur, le notaire, voilà. Ok, oui, donc c'est bien de se dire, en fait, quand on fait appel à un consultant en immobilier, en fait, il y a tout qui est fait pour nous, contrairement à ce qu'on fait sur le Bon Coin. Nous, en fait, on poste déjà les photos. Les photos sont pas forcément super jolies, déjà. J'ai rien dit. Non, mais je peux le dire, hein, je pense que tout le monde le sait. Les photos qu'on fait sur le Bon Coin, elles sont pas non plus, elles mettent pas en valeur forcément le bien. C'est pas toujours attractif, on est d'accord. Exactement. Et donc, le but de faire éventuellement appel à un consultant en immobilier, du coup, ça permet aussi de pas forcément s'en occuper, mais on sait que c'est entre de bonnes mains parce qu'il y a eu des recommandations pour toi, etc. Donc, on sait comment tu gères les choses. Est-ce que du coup, quand même, tu as vu des erreurs justement de particuliers qui ne voulaient pas potentiellement faire appel à un consultant en immobilier? Quelles sont les erreurs les plus fréquentes en fait que font les On en voit parce que on fait des estimations. Je dis pas que toutes les estimations nous amènent à une vente, parce qu'on fait des estimations de temps en temps et les clients nous disent Stéphanie, moi j'aimerais essayer toute seule, voilà. Ou bien on en voit aussi sur le Bon Coin, pour pas nommer. Les erreurs, c'est effectivement des photos mal prises, mal cadrées, sombres. Un bien qui n'est pas épuré, donc très chargé, les gens ils s'y retrouvent pas très bien. Et puis après, j'ai envie de dire, alors chacun son métier, c'est péjoratif, c'est pas ce que je veux dire, mais on a quand même des techniques de visite. On va vraiment aller au fond des choses, on va expliquer à nos acquéreurs vraiment toute la typologie du bien, avec ses avantages, ses inconvénients, que peut-être le client ne voit pas. Vendeur ne va faire sa visite, il n'est pas préparé à faire une visite d'acquéreur qui va lui poser tout un tas de questions. Il va peut-être pas être prêt à répondre à toutes ces questions. Et puis après, c'est tout le dossier administratif, parce qu'aujourd'hui, franchement, c'est très lourd. Les DPE, donc les DPE ont été changés en 2021, mais depuis janvier 2025, ça a de nouveau été un petit peu resserré. Est-ce que tu peux juste nous donner la définition de DPE, parce que je pense qu'il y a pas mal de personnes qui savent pas ce que c'est. Le DPE aujourd'hui, c'est obligatoire et c'est le diagnostic de performance énergétique. On entend vraiment, c'est dans les radios, les télés, etc. On est sur l'énergie aujourd'hui. Attention, gain d'énergie, etc. Donc, quand on met un bien en vente, que ce soit un appartement en copropriété ou une maison individuelle, il faut fournir ce DPE. Sauf si c'est une maison neuve qui vient d'être construite. Là, on a le DPE d'origine, mais sinon, du moment qu'on rentre dans l'ancien, c'est obligatoire. Et là, depuis janvier 2025, alors on avait aussi un audit énergétique. Alors ça, c'est encore un petit peu plus poussé. Donc les propriétaires vendeurs, ils le savent pas forcément. Alors c'est pour les biens en monopropriété, c'est-à-dire les maisons individuelles. Tout ce qui est de la copropriété, on n'est pas encore tenu de faire cet audit énergétique. Et l'audit, c'est un petit peu plus poussé, c'est-à-dire que quand on a un DPE, qu'il soit en E
F, G. Oui. Jusqu'à 31 décembre 2024, c'était F et G. Oui. Depuis le 1er janvier, on est passé aux maisons en E. Eh bien, on est obligé de fournir cet audit énergétique aux clients acquéreurs. Et comment ça se passe? C'est le diagnostiqueur qui a fait le DPE, qui va aller un petit peu plus loin dans sa démarche, va nous proposer des solutions de travaux pour arriver à une lettre, gagner des lettres, arriver en D, en C, voire de temps en temps en B. Voilà, donc changer l'isolation, mettre une VMC, changer le cumulus, changer les fenêtres, enfin voilà, il y a différents travaux. D'accord. Est-ce que vous, en fait, ce que vous apportez au final, c'est que, par exemple, là, tout ce que tu viens de nous dire sur tout ce qui est performance énergétique aussi, mine de rien, en fait, les clients ne le savent pas forcément. Non, ils entendent parler d'un DPE. Ça, tout le monde est au courant qu'il faut un DPE, mais pourquoi, dans quel but, et l'audit énergétique. Et tout le monde ne le fait pas forcément. Et tout le monde ne le fait pas, alors qu'aujourd'hui, c'est vraiment obligatoire pour la mise en vente. Et on voit encore justement des particuliers qui mettent en vente et qui n'ont pas de DPE. Donc, les acquéreurs, ils savent pas trop où se situer parce qu'ils vont aller visiter avec des professionnels, on va leur fournir un DPE. Et ils vont aller visiter un bien avec un particulier et ils n'auront pas cette même information. D'accord. Oui, donc ça, c'est quand même à mettre en avant. Je pense que du coup, dans ce podcast, ça va servir aussi aux personnes qui nous écoutent, du coup, de savoir ce genre de choses, parce que même moi, même si je suis dans l'architecture d'intérieur, forcément, il y a des choses que je sais, mais il y a des choses, l'immobilier n'est pas mon métier. Voilà, tout à donc fait. Forcément, en étant en contact avec des agents immobiliers, on apprend aussi ce qu'il faut fournir comme papier. Donc après, par la suite, j'aimerais un petit peu qu'on parle aussi des défis. Tu vois, j'ai marqué des défis et des tendances du marché. Donc, si tu es prête, on va pouvoir continuer sur la partie 3. Très bien. Alors moi, effectivement, étant dans le bâtiment, j'ai vu une baisse au final de demandes de conception dans l'architecture d'intérieur et dans l'architecture en 2024. Quelles sont aujourd'hui les tendances un petit peu du marché immobilier, parce que ça touche aussi à la construction. Comment ça se passe aujourd'hui? On s'est aperçu, sortie de Covid, 2021, 2022, vraiment gros boom du marché immobilier, vraiment. Depuis fin 2023, tout 2024, vraiment, là, on a ressenti un ralentissement du marché immobilier. Les ventes, les délais de vente se sont rallongés, une maison qu'on aurait pu vendre en un mois il y a 2 ans, aujourd'hui, il va peut-être nous falloir 6 mois. Ah oui, c'est énorme. Voilà. Okay. Parce qu'en fait, il y a différents facteurs, notamment, alors le premier facteur, c'est l'augmentation des taux d'intérêt. Tout à fait. Avec cette augmentation de taux d'intérêt, capacité d'emprunt diminuée. Vraiment, les acquéreurs, ils ont vu cette capacité d'emprunt diminuer. Donc, ils auraient peut-être pu, il y a 2 ans, faire l'acquisition d'un bien, je dis à 250 000, aujourd'hui, ils peuvent pas. Donc voilà, ces délais vraiment vont se rallonger. Donc, on prévient bien nos clients vendeurs que faut qu'ils le sachent que quand même que leur maison ou leur appartement va peut-être prendre un petit peu plus de temps. Alors, on a des exceptions bien évidemment. Il y a des biens qui vont se vendre, j'ai envie de vous dire, en 1 semaine, voilà. Oui, mais dans la moyenne, voilà. Okay. Dans la moyenne, on a vraiment vu ce marché d'immobilier se ralentir. Okay. Au niveau du neuf, beaucoup au niveau du neuf. Pareil, encore plus que dans l'ancien, parce que comme les prix sont quand même assez élevés, parce qu'on a eu aussi l'augmentation, alors on a eu l'augmentation des taux, mais on a eu l'augmentation des matériaux, coût des matériaux, le bois, etc. Donc forcément, le neuf, les prix du neuf ont explosé, donc beaucoup plus de difficultés, pas mal de promoteurs en difficulté aussi. Ok. Voilà. Oui, parce que souvent c'est eux qui rachètent aussi les vieilles bâtisses et qui refont du neuf par la suite. Et donc là, t'as vu quand même qu'il y avait une diminution par rapport à ça. Ouais, tout à fait. Le neuf aujourd'hui, c'est les professionnels, les constructeurs ont un petit peu plus de mal à mener à bien leur projet. D'accord. Et est-ce que alors là, du coup, on est en février-mars. Est-ce que tu vois un petit peu une évolution par rapport à fin 2024 ou Alors, pas du tout depuis, j'ai envie de dire, le 8 janvier, retour de vacances, beaucoup plus dynamique, vraiment. Super mois de janvier. Les gens, c'est reparti, voilà, les fêtes sont parties. Pas mal de positivité dans les médias. Les taux d'intérêt baissent. Vraiment, ils ont la tendance à la baisse. On nous annonce, là, on est à peu près à 3,25. Je
parle sur 20 ans, hein. Oui. Donc beaucoup plus intéressant qu'il y a un an où on était Exactement. à 4,7 à peu près. Voilà, donc on ressent une dynamique. Bon là, on est vacances de février, c'est toujours un petit peu plus. Voilà, c'est comme dès qu'il y a des vacances. Voilà, les vacances, mais franchement, je pense que 2025 et les tendances sont ouvertes, vraiment. D'accord. Et donc du coup, tu penses que ça va un petit peu plus évoluer au final 2025, ça va. Est-ce que vous espérez? Enfin, je pense que Alors c'est ce que j'allais te dire parce que tu emploies vraiment. J'allais dire, on l'espère parce que quand le monde de l'immobilier se porte bien, tous les métiers qui l'entourent se portent bien, que ce soit l'architecture, l'architecture, le bâtiment, les électriciens, enfin tout ce qui va avec. Même j'ai regardé un article hier, le mobilier. Il disait que la vente de mobilier avait diminué à cause de la diminution du marché immobilier. Oui, parce que s'ils ont plus de quoi acheter, le mobilier ça vient en dernier. Hein, voilà. Si on déménage pas, on change pas de cuisine ou de voilà. Bon, on va juste acheter un plaid à la rigueur et puis ça suffira quoi. Tout à l'heure, on parlait de l'importance justement de mettre en avant les biens. Par rapport, par exemple, à des shootings photos, etc. Alors moi j'ai noté comment les outils numériques et les nouvelles méthodes de vente, par exemple, le home staging, les visites virtuelles, etc. ont-elles fait évoluer le métier de consultant immobilier, d'agent immobilier? Alors justement, le Covid, franchement, il y a eu la barrière, il y a eu le avant Covid et le après Covid, même dans l'immobilier, parce que justement, comme à la sortie du Covid, on avait encore du mal à aller chez les gens, amener trop de monde dans un logement. On s'est équipé de caméras 3D pour faire une visite virtuelle. Comme ça, en amont, les acquéreurs potentiels, ils pouvaient vraiment visiter dans tous les détails le bien, l'envoyer à la famille pour pas que tout le monde vienne. Donc ça, caméra 3D pour vidéo, visite virtuelle, ça a été vraiment un plus. On a connu aussi les vidéos drones. Plus en plus, moi je suis équipée d'un drone pour toutes les vues aériennes, quand on a des jolies propriétés, quand on a vraiment de l'espace, de l'agricole, ou plusieurs bâtiments, voilà, on arrive à mettre en avant avec le drone. Les réseaux sociaux, les réseaux sociaux c'est pareil. Oui, au début ça fonctionnait pas forcément avec les réseaux sociaux. Non, les réseaux sociaux, tout le monde était un peu sur Facebook, mais pas forcément dans notre domaine, alors qu'aujourd'hui c'est primordial, on est obligé d'être sur les réseaux, que ce soit Insta ou Facebook. Et donc du coup, ça va, t'as appris à gérer ou comment ça se passe? Moi je triche un peu, j'ai une assistante, vraiment, j'ai une assistante qui me fait toutes mes publications, tous les réseaux sociaux, ma publicité. Mais t'as raison. Donc voilà, ça me permet d'être visible, de présenter mes biens, de présenter mes avis, voilà. Ok. Et par rapport à quand tu as commencé, est-ce qu'il y a d'autres outils numériques? Je sais pas, par exemple, tout à l'heure on parlait effectivement que vous avez plusieurs avec Efficity, vous avez un réseau sur Internet. Alors je sais pas, vous avez plusieurs pages, etc. Est-ce que ça a évolué ça? Comment Alors on a un intranet, ce qu'on appelle l'intranet, notre EFI Home, qui évolue tout le temps. Moi, ça fait 5 ans que je suis chez Efficity. On a un super réseau, mais dans tous les sens du terme, que ce soit communication, marketing, publicité, informatique, et ils nous mettent vraiment des outils tout au long de l'année, des nouveaux outils, que ce soit pour les nouveaux, pour les anciens. On peut vraiment s'aider pour notre communication, pour travailler, pour créer les mandats, pour faire nos annonces, pour publier, voilà. Ok, et est-ce que du coup vous formez à ces nouveaux outils? Comment ça se passe? Est-ce que vous faites d'ailleurs des formations récurrentes en tant que consultant immobilier? Alors on a 14 heures de formation obligatoire pour garder notre carte professionnelle. Par contre, moi l'année dernière j'étais à 56 heures parce que je veux toujours en savoir plus, se former sur les nouveaux outils, sur les nouvelles tendances, voilà. Donc on a un système de formation qui est vraiment très complet. On a la Success Academy chez Efficity, donc j'en fais partie. On a tout ce qui est en e-learning.
On a le EFI School, donc vraiment on peut se former tout au long de l'année en présentiel. On a même l'Excellence Pro, là ils ont lancé cette formation en présentiel avec des professionnels, pas que de l'immobilier, vraiment des professionnels de la formation. On a une 50aine de thèmes tout au long de l'année. Ok. Et est-ce que du coup tu vois une évolution alors du coup tu es chez Efficity depuis 5 ans. Est-ce que tu vois une évolution grâce à tous ces outils et de l'accompagnement des clients? Complètement, parce qu'en fait on travaille seul, d'accord, on est vraiment indépendant, moi je suis à mon compte, mais on n'est jamais seul, on est vraiment aidé, épaulé, et tout ça nous permet d'aider et de faire monter aussi en compétences les consultants comme nous, et d'aider nos clients vendeurs et acquéreurs avec toutes ces nouvelles méthodes, tous ces nouveaux outils, bien évidemment. D'accord, mais ça c'est super bien aussi de mettre ça en avant, parce que au final, est-ce que là aujourd'hui la caméra 3D, tu nous parlais de caméra 3D justement qui prenait l'environnement en photo, etc. Est-ce que tu t'en sers encore beaucoup aujourd'hui? Est-ce que du coup après le Covid ça s'est un petit peu estompé? Alors je vais pas m'en servir sur tous les biens. D'accord, c'est pas systématique. Ça dépendra aussi de la configuration du bien. Des fois, quand on est en duplex, triplex, pour que les gens se rendent compte un petit peu de la configuration du bien, des volumes, on va plus s'en servir. Je te cache pas que si c'est un T2, je vais pas forcément faire la vidéo 3D. Okay. D'accord. Ok, oui, donc effectivement, il y a quand même pas mal d'outils dont tu ne te servais pas avant, qui maintenant t'ont permis au final peut-être d'augmenter tes ventes. Je sais pas, est-ce que tu as vu une augmentation de tes ventes grâce à ça ou pas du tout? La visite virtuelle à la sortie de Covid, elle a indéniablement cartonné, et elle nous a fait évoluer aussi et augmenter nos ventes, bien évidemment, parce qu'il y a peut-être des gens qui n'auraient pas fait le pas de faire l'acquisition parce qu'il fallait absolument le montrer à leur famille qui était loin, et avec cette vidéo 3D, ça a permis d'ouvrir des portes. D'ouvrir des portes, tout à fait. Moi, j'aimerais bien que tu nous dises un petit peu, est-ce que tu as un projet, une vente particulièrement complexe avec laquelle tu as dû faire face, et comment tu as fait face? Est-ce que c'est encore d'actualité? Est-ce que tu pourrais nous en parler potentiellement? Oui, alors j'en ai dans l'ensemble, ça c'est plutôt fluide. J'en ai quelques-unes qui sont un petit peu plus compliquées. Alors j'en ai une, oui, un immeuble complet. D'accord. En vente, vraiment complet. Quand je dis complet, c'est sous-sol avec local commercial, rez-de-chaussée, donc pignon, sur une grande rue commerçante et passante, avec un local commercial, et après 4 étages. Ah oui, c'est quand même. Donc un très vieil immeuble, des années 1800, on va dire, cœur de ville, avec toutes les complexités qui vont aller dans cette vente, c'est-à-dire quand on parle déjà de très anciens, d'immeubles, de centre-ville, forcément, on va avoir permis de construire. Donc, il faut se mettre en relation avec les mairies, avec les communautés de communes, voir ce qu'elles attendent, parce qu'on a des façades. Donc, souvent, surtout façades pleine rue, qu'on doit conserver, voilà. Et puis, qu'est-ce qu'attendent les mairies de la transformation de ces immeubles? Ça crée des nouveaux logements, bien évidemment, mais sous quelles conditions? Donc tout le monde ne peut pas forcément l'acheter, et la mairie ne veut pas forcément que tout le monde l'achète. Non, alors c'est souvent un type de bien comme ça. De toute façon, ça va être un promoteur. D'accord. Forcément, ça va être un promoteur, parce que déjà, il a les reins un petit peu plus solides qu'un particulier. Exactement. Il a aussi de l'expérience professionnelle dans justement l'étude de marché, l'étude de faisabilité par rapport aux différents logements, le permis de construire, etc. D'accord. Donc là, je suis en plein dedans, on va dire. Le compromis a été signé, les permis de construire sont déposés. On a créé une copropriété, parce que comme il y a plusieurs locaux commerciaux, il y aura aussi des particuliers avec la revente de certains appartements, etc. Donc création d'une copropriété. Donc ça aussi avec géomètre, diagnostiqueur, voilà. Donc c'est des projets qui sont quand même assez longs et lourds.
on part en général sur entre 12 et 18 mois. Entre ce qui est énorme. Ouais, entre le compromis et la signature de l'acte authentique, hein, la réitération, il faut compter entre 12 et 18 mois. Ce qui est, je pensais pas que c'était aussi. Et en fait, on suit moi, en tant que consultante, je suis le dossier. Ok. Et donc, du coup, toi, tu vends aux promoteurs, mais tu ne vends pas aux clients par la suite qui vont potentiellement acheter les appartements. Si, parce qu'après, le promoteur, on a instauré aussi une relation de confiance, de travail. Et très souvent, quand je suis dans cette configuration-là, des fois, je vends du foncier avec des gros terrains où on va devoir bâtir un immeuble, des maisons, etc. Très très souvent, j'ai envie de dire presque à 100%, les professionnels me redonnent les biens en vente. Ouais. Et justement sur un immeuble comme ça, parce que je pense que c'est quand même assez rare d'avoir ce genre de biens. C'est vrai qu'il y en a pas très souvent. Exactement. On peut. Là, je vais rentrer de nouveau un très gros mandat sur un gros bâtiment commercial. Où on va aller chercher des professionnels. Et comment tu fais justement les estimations sur ce genre de biens, parce que c'est pas la même chose que faire une estimation sur un appartement, sur une maison et sur des biens comme ça, parce qu'en plus c'est des promoteurs qui l'achètent, c'est pas des particuliers. Comment tu arrives à jauger un petit peu ce genre de choses? Aujourd'hui, je commence quand même à connaître le marché immobilier vraiment bien, on va dire. Je suis bien implantée dans cette partie-là. En plus, c'est vraiment un métier de passion. C'est vraiment un métier de passion. Donc, je fais encore une fois plein de formations. Je me renseigne. J'ai vraiment accès à plein d'outils. Je discute beaucoup avec les notaires, avec les professionnels. Vraiment, je me suis entourée de bonnes personnes. Et en fait, on va l'estimer. Alors, effectivement, complètement différemment qu'une maison lambda ou d'un appartement. Mais ça va être sa localisation. Ça va être son volume, ses mètres carrés. Ce qu'on peut... le développement qu'on pourra y faire et le potentiel. Voilà. D'accord. Ça, c'est vraiment des critères qui sont très importants à prendre en compte quand on fait ce genre d'estimation. Et puis après, pareil, je suis entourée de plusieurs professionnels, plusieurs promoteurs, donc je sais à peu près ce qu'ils recherchent. Eux aussi te donnent des idées, mine de rien, aussi de prix, je pense. De prix, ils vont me dire ce qui est faisable. Et après, des fois, je fais un peu l'inverse, c'est-à-dire quand j'ai un bien à vendre, je l'ai pas forcément estimé, je vais d'abord me mettre en relation avec les pros, avec les professionnels, et puis on en discute, et c'est lui qui me dit, Steph, là ça vaut tant, moi je suis capable d'aller jusqu'à tel prix, et c'est à ce moment-là que je le propose aux vendeurs. Et est-ce que c'est déjà arrivé que tes estimations soient fausses, et comment tu as pallié à ça? Complètement. Ouais. Alors je vais pas dire que c'est tous les jours parce qu'autrement ça veut dire que tu serais pas dans ce métier. Je pense que tu n'aurais pas continué. Mais bien évidemment, j'ai fait des erreurs d'estimation, aussi bien positives que négatives. D'accord. Des fois, on peut se dire, on a plutôt tendance à surestimer un bien parce que on y croit, parce qu'on voit le potentiel, et puis on veut vendre, on veut faire plaisir à notre client vendeur. Donc, on a vraiment tendance plus souvent à surestimer un bien. Donc, il faut pas, parce qu'après, ça va rester trop longtemps. Mais il s'est avéré une fois ou deux où j'ai sous-estimé et je me dis, mince, là, je me suis plantée et si j'avais pas soit écouté le client, soit écouté peut-être des collègues, j'aurais pas diffusé le bon prix, en fait. Ok. Et justement, du coup, est-ce que c'est déjà arrivé? Parce que ça arrive souvent. Alors, on a des émissions à la télé, etc., où les clients veulent absolument vendre un bien à ce prix-là. Comment tu fais pour leur dire? Très souvent. Mais ça, pour leur dire, non, ça ne peut pas. C'est pour ça que l'étude de marché, comme je disais tout à l'heure, moi, je fais vraiment une étude de marché poussée. C'est pas un prix que je sors de mon chapeau. C'est, je vais y travailler, je vais passer des heures dessus par rapport à la localisation, au bien, au mètre carré, mais aussi à mon expérience professionnelle. Et on va leur donner un prix. Et souvent ils disent je préférerais un peu plus, etc. S'ils nous parlent de 10 000 euros, ok. Mais des fois on a des clients qui veulent des 100 000 de plus. Et moi, je leur dis que non, c'est pas possible. On est dans un marché aujourd'hui, encore plus aujourd'hui, quoi. On est dans un marché immobilier qui est complexe, qui est compliqué. Tout à fait. Et si on est
hors prix du marché, le bien il se vendra pas. Et après, c'est ce que je leur explique, votre bien il va être grillé entre guillemets, c'est-à-dire que les gens vont le voir, vont se dire mais il est trop cher, on n'aura pas de visite, on n'aura pas. Et malheureusement, on a souvent des biens qui peuvent être coup de cœur. Et si on n'amène pas les clients acquéreurs à l'intérieur de ce bien, c'est mort. Il n'y a pas de déclenchement, il n'y a pas de coup de cœur. Exactement. Donc il n'y a pas de vente. Et est-ce que du coup c'est déjà arrivé qu'il y ait vraiment des clients très têtus qui voulaient pas changer leur bien et donc du coup tu as potentiellement dû leur dire on arrête de travailler ensemble ou des choses comme ça. Ça t'est déjà arrivé? Alors au début quand on démarre, je vais te dire je suis au démarrage aussi donc voilà. Quand on est au démarrage, on se dit bon c'est pas grave, on essaye. Aujourd'hui avec mon expérience, moi si le client il me demande quelque chose de irréalisable, je lui dis non, pour moi c'est pas faisable, je suis désolée. Rappelez-moi quand vous aurez changé d'avis. Et est-ce qu'il te rappelle des fois ou pas? Eh ben, il y en a. Alors, je vais pas dire que tout le monde m'a rappelé, tout le monde. voilà. Mais il y en a plusieurs qui m'ont rappelé, qui m'ont dit oui, Steph, t'avais raison. Oh, Madame Ramel, vous aviez raison. Ouais, bien sûr. D'accord. Alors maintenant, on va passer à la dernière partie, une de mes parties préférées. C'est un petit peu les conseils que tu vas donner aux gens. La première question de cette partie, c'est pour toi, quels sont les premiers réflexes à avoir lorsqu'on décide de vendre son bien? Donc par exemple, qu'est-ce que tu me donnerais comme conseil si je veux vendre mon bien? Alors, c'est faire un état complet de ton bien, d'accord. C'est-à-dire, est-ce qu'on a des travaux à réaliser avant la mise en vente? Est-ce qu'on doit faire du vide, faire du tri, voilà, le mettre en situation, pour ensuite vraiment évaluer le juste prix, d'accord, ça c'est super important d'évaluer vraiment le juste prix comme je le disais tout à l'heure, et puis après on prépare le dossier complet, les documents, les diagnostics. Un client qui décide de vendre, en fait, il décide de vendre, il se dit est-ce que je vends tout seul ou est-ce que je vends pas tout seul? S'il décide de passer par un consultant immobilier, on fera tout de A à Z. Ok. Et du coup, quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui hésite à passer par un consultant? Je lui dirais combien de temps tu es prêt à mettre dans la mise en vente de ton bien. Tu travailles, tu as des enfants, tu as une vie de famille. Quel est le temps que tu es prêt à consacrer à cette mise en vente? Ok, tout simplement. Voilà, parce qu'il va se rendre compte qu'en fait, ça va lui prendre un temps phénoménal. En fait, on a l'impression qu'on peut tout faire tout seul, mais je pense que des fois, c'est un peu chacun aussi à son métier. Sinon, vous n'existeriez pas. Voilà, aujourd'hui, franchement, plus de 90% des gens passent par un consultant immobilier ou une agence. Ok. Vraiment. Ok. Non, mais c'est super intéressant de le dire et de le savoir parce que, en fait, si tu connais pas, tu vas pas forcément faire appel. Tu vas dire je peux le faire tout seul. Non, mais c'est sûr que tout le monde se dit je suis capable de vendre ma maison, je la connais. Bah oui, c'est ça. Je la connais. Sauf qu'en fait, on connaît pas les prix du marché, tout ce qui est diagnostic, etc. On sait pas forcément ce qu'il faut donner. Faut aussi potentiellement technique de vente, technique de commercialisation, mise en ligne. Il y a tellement de facteurs que nous on connaît pas, mais que vous du coup c'est votre métier. Donc, et puis nous c'est beaucoup plus simple. Oui, exactement. Voilà. Puis vous avez, comme tu disais aussi, tu as un bon réseau derrière qui te permet d'avoir des réponses tout de suite. J'ai un bon réseau qui va m'épauler dans toutes les questions que j'aurai. Si c'est des questions juridiques, techniques, j'ai pas forcément les réponses à 100% de mes questions. Et puis, j'ai aussi un panel de professionnels qui va m'accompagner, comme je disais, un diagnostiqueur, un courtier, etc. Exactement. Et du coup, quel conseil, alors on est sur la partie des conseils, quel conseil donnerais-tu à des jeunes, donc qu'ils soient collégiens, lycéens, étudiants, peut-être dans un BTS commerce aussi potentiellement, ou des professionnels qui aimeraient se reconvertir, je cherchais le mot. Quel conseil tu leur donnerais à toutes ces personnes-là qui veulent se reconvertir dans l'immobilier du coup, potentiellement? Donc ça a été mon cas, reconversion totale. Franchement, je leur dirais super métier. Moi, j'ai vraiment, c'est un métier passion. Métier passion où tous les jours je me dis j'ai pas l'impression de travailler parce que c'est
c'est plaisant pour moi. Par contre, il y a un par contre, attention, c'est très, très prenant. Moi, l'immobilier, c'est H24, 7 jours sur 7, parce qu'en fait, les clients, ils sont toujours là, les sujets sont toujours là, les dossiers sont toujours là. On ferme pas la clé, en fait, d'un bureau. À 18h, on se dit pas, allez, je rentre chez moi. Non, parce qu'à 19h, on peut avoir un appel. À 20h, on peut avoir un mail, quelque chose d'urgent. Hier, c'était 12h30, j'étais à table, c'est un notaire qui m'a appelé sur un dossier très complexe. Tu réponds, en fait. Oui, t'as pas le choix. T'as pas forcément d'horaire, et c'est ce que je disais encore tout à l'heure, c'est la flexibilité des horaires. Donc c'est pour ça que je dirais aux jeunes, c'est vraiment un investissement, c'est pas du 100%, c'est du 300%. Exactement. Surtout quand tu démarres. Parce qu'on voit aujourd'hui, alors on pourrait dire limite que être agent immobilier, c'est un peu un métier de mode aussi, parce que comme le mien, architecte d'intérieur, décoratrice d'intérieur, décorateur d'intérieur, c'est un métier de mode. Tout le monde pense que c'est facile. Tout le monde pense que c'est facile, et dès qu'ils rentrent dans le métier, ils disent je vais pas gagner de l'argent en claquant des doigts. Voilà. Et donc du coup, qu'est-ce que tu dirais par rapport à ça? Comment on peut potentiellement se préparer à ça? Je pense qu'il faut bien se renseigner quand même avant. Alors, bien se renseigner, faire des formations. Il y a le BTS immobilier. Au-delà du BTS commercial, il y a le BTS immobilier qui forme vraiment au métier de l'immobilier. Mais on n'est pas obligé. On peut faire une reconversion sans BTS immobilier. Parce que même chez Efficity, comme je le disais, on a vraiment une formation béton, vraiment. Et puis, vraiment se préparer à se dire, je vais devenir auto-entrepreneur. Et tu n'es plus dans le monde du salariat. Exactement. Et c'est vraiment un grand cap. C'est toi qui diriges ton entreprise, c'est toi qui te donnes tes objectifs, une rigueur hors pair, une motivation. Vraiment, il faut vraiment que tous ces facteurs soient réunis. Si tu dis bof, oui, je travaille pour moi, mais aujourd'hui j'ai pas trop envie de me lever, ou j'ai pas. En fait, c'est comme on disait dans les podcasts, je pense que les auditeurs le verront. Dans les premiers podcasts que j'ai tournés, c'était que des métiers passion. Le mien aussi est un métier passion. Je pense que le tien aussi. Complètement. Puis moi, je le dis tous les jours. J'ai, comme je te disais, j'ai rencontré de très belles personnes, qui sont devenues des amis. Je travaille en famille. Vraiment, c'est quoi de mieux? Exactement. Il y a rien de mieux. Il y a rien de mieux, mais attention quand même, il faut être au courant beaucoup d'heures, beaucoup d'implications, une grosse rigueur, une grosse organisation. La rigueur, ça c'est impératif aussi. Super. Mais en tout cas, merci beaucoup pour ton intervention, parce que je pense que nos auditeurs ont pu apprendre beaucoup de choses sur ce métier en tant que consultant immobilier. Tes conseils ont été très précieux aussi. Je te remercie, j'ai été ravie. Avec plaisir. Vraiment. J'aimerais aussi que tu nous dises un petit peu où c'est qu'on peut te trouver. Peut-être, je sais pas, l'adresse. Alors aujourd'hui, nous sommes en Haute-Savoie. Voilà. Moi, je suis dans la vallée de l'Arve. D'accord. Je travaille dans toute la vallée de l'Arve et bien au-delà, parce que c'est vraiment, encore une fois, sur recommandation. Donc, si on me demande d'aller travailler un petit peu plus loin, j'y vais aussi. On me trouve sur Facebook, sur Instagram, donc à Stéphanie Ramel Immobilier, et j'ai un site internet. Oui, j'ai vu ça d'ailleurs hier. Voilà, je savais pas. J'ai un site internet avec tous les biens que je vends, que j'ai vendus, mes avis clients. Okay. Alors, ce sont de véritables avis clients, vraiment vérifiés, par un site. Très sérieux. D'où les bonnes recommandations. Voilà, merci. Donc on peut me trouver sur Stéphanie Ramel, Efficity. Voilà. De toute façon, je mettrai sur Instagram tous les liens qui vont vers super, vers merci. Toi, tout simplement. Merci Héloïse. Merci à toi. Et puis écoutez, moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode où chacun raconte son histoire pour les histoires d'Hélo. J'espère que ce podcast vous aura plu, que vous l'écouterez en boucle s'il faut. Mais voilà, j'ai été ravie d'accueillir Stéphanie avec moi aujourd'hui. Et merci. Puis, c'était vraiment, c'est tout sorti de mon cœur, voilà. J'espère potentiellement que tu repasseras peut-être, on sait jamais, sur le podcast. Bien sûr, avec grand plaisir, vraiment. Super. Avec très grand plaisir. Je te remercie encore d'avoir pensé à moi. Merci Héloïse. Super, merci beaucoup. À bientôt. Belle journée.